Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette session. On va démarrer. C'est une session qui est dédiée au syndrome coronarien aigu, le traitement antithrombotique dans tous ses aspects. Donc, on va commencer par la première présentation. Donc, j'invite Seyed Habib Gamra pour nous parler du traitement antiaguérant plaquettaire double dans la prise en charge du syndrome coronarien aigu. Quelles sont les preuves et la durée et les controverses? Merci, Seyed Habib. Merci beaucoup, Omar Choud. Je suis ravi d'être ici. Je voudrais remercier la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire pour l'aimable invitation pour parler d'un sujet, en fait, qui n'est pas nouveau, qui est très commun à nous et qui connaît une évolution continue. Je n'ai pas de conflit d'intérêt vis-à-vis de cette présentation. Alors, simplement pour dire que la prise en charge de syndrome coronarien aigu est pour nous une success story, une histoire de succès parce que ceux d'entre nous qui avaient connu la prise en charge de cette maladie il y a quelques années avaient constaté l'amélioration importante du pronostic, avec une mortalité qui est approchée 25% à certains moments et qui descend actuellement à moins de 5% de mortalité hospitalière. Et ce n'est pas le cas des pays occidentaux seulement, parce que même chez nous, à Monastir, nous avons un registre qui a inclus presque 3000 patients, où actuellement, enfin tout récemment, nous avons atteint un taux de mortalité intra-hospitalière inférieur à 2%. Et évidemment, c'est plusieurs facteurs qui ont contribué à l'amélioration du pronostic. L'angioplastie primaire, thrombolyse, évidemment, l'angioplastie primaire et surtout le traitement antithrombotique et anti-agrégant plaquettaire. Et d'ailleurs, maintenant, vous le savez, les guidelines sont très, très clairs. C'est une bithérapie par traitement agrégant plaquettaire avec les nouvelles molécules, le prasugrel et ticagrelor, pendant un mois, un an. Ça, c'est les guidelines européennes. Et tout récemment, il y a seulement quelques mois, les recommandations américaines ont été publiées et confirment la nécessité de cette bithérapie pendant au moins un an. Alors, évidemment, comme je le disais, nous qui avons connu l'évolution de cette maladie, cette thérapie, on a connu l'aspirine tout seul, ensuite la téclopidine, clopidogrel, prasugrel, pas beaucoup parce qu'on ne l'a pas eu en Tunisie, ensuite le ticagrelor, et quand même, pendant tout ce temps-là, plein de publications à propos de ces molécules. Et on a relevé, pendant cette expérience, certaines situations difficiles et certaines controverses, comme ça a été demandé dans le titre. Et peut-être l'une des controverses importantes, c'est la durée. Alors, on va commencer cette bithérapie dès le départ, mais ça va durer combien de temps? C'est un an d'abord dans les guidelines, mais après, on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, cette durée a connu une évolution pendant toute cette période, depuis 1995 jusqu'à maintenant. D'abord, on était très inquiets pour la thrombose des stents, et donc on a commencé par essayer de prolonger cette durée pour éviter la thrombose de stent. Et après, à partir des années 2010 à peu près, on s'est rendu compte qu'il y a un problème de saignement. Et donc là, il fallait absolument faire attention. Donc c'est probablement la durée à laquelle il faudrait faire attention, peut-être pas la dose. Et puis, on a évolué dans le temps, et là, actuellement, on a quand même presque un consensus. On sait à qui prescrire cette médication à une durée prolongée et à qui il faut plutôt la prescrire pour une courte durée. Et donc, pardon, on va essayer de passer en revue
Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a pas mal de données et quelquefois, c'est des données qui sont un petit peu, qui prêtent à confusion. La première étude qui a essayé de répondre à la question, c'est une étude qui a été publiée en 2014, c'est une étude d'APT, et a comparé tout simplement, c'est une étude réellement internationale, hein, donc c'est une étude qui a comparé une durée standard de 12 mois ou alors une durée plus prolongée de bithérapie par clopidogrel et aspirine. Et donc, voici le résultat. Après 33 mois à peu près de cette bithérapie prolongée par rapport à une bithérapie standard, en matière de stent thrombose, supériorité en faveur d'un protocole prolongé, et en matière de MACE, c'est pareil. Mais comme d'habitude, quand on prolonge le traitement antithrombotique, il va falloir payer un prix, et ce prix, c'est le saignement et le risque hémorragique, qui était évidemment supérieur chez les patients qui avaient reçu le traitement prolongé. Et donc, la conclusion de l'étude d'APT était qu'il y a un bénéfice, indiscutablement, en matière de thrombose de stent et de MACE, mais il y a un prix à payer, donc il faut faire attention au risque hémorragique. Alors, peut-être la chose qui est restée de cette étude, c'est un score, et un score qui reste toujours utile, c'est le score d'APT, qui nous permet de calculer aussi bien le risque hémorragique par PRECISE d'APT ou le risque thrombotique. Et donc, c'est quand même un score, si on essaie de l'utiliser, ça nous permet de guider à qui il faudrait prolonger les traitements, à qui il ne faudrait pas. Alors, l'étude qui a été publiée juste après, c'est une étude qui a été faite par l'équipe de professeur Montelesco, d'ailleurs, qui s'appelle Obstudial Étude. C'est une étude nettement plus petite que d'APT, et qui a même prolongé davantage la durée de la bithérapie. Jusqu'à 48 mois, alors c'est à peu près 700 patients dans chaque groupe. Alors, cette étude a été présentée en 2015, elle a été publiée, je crois, en 2016. Et donc, cette étude n'a pas confirmé le résultat de DAPT. Maintenant, le critère qui a été considéré, c'était décès, infarctus, AVC et saignement, dans le même sac. Et ça n'a pas confirmé. Et donc, la conclusion de cette étude est qu'on n'a pas atteint la supériorité de la prolongation de la thérapie. Comme quoi, donc il n'y a pas une vérité absolue, et là il va falloir quand même réviser un petit peu notre conception. Donc à partir de là, il y a pas mal d'études qui ont commencé à apparaître avec des durées variables. Cette étude qui a analysé la durée du traitement en utilisant un stent très particulier, au stent avec les anticorps CD34, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un combo, et qui avait comparé 3 mois versus 12 mois. Donc, une étude d'une taille pas mal. Et c'est peut-être l'une des premières études qui avait montré qu'il n'y avait pas de problème de traiter pendant 3 mois seulement. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir ce concept de high bleeding risk profile. Donc, ce sont des patients qui sont exposés au risque hémorragique. C'est les patients âgés, c'est les patients qui ont des maladies hépatiques, insuffisance rénale, tous ces médicaments-là, toutes ces situations-là. Il a évidemment, il a fallu faire des études ciblées. Et la première étude, je dirais, c'est MasterDAPT, qui a pris à peu près 5000 patients, enfin un petit peu moins, et les a traités par une bithérapie pendant 1 mois seulement, et voir comment il y a une évolution sur le plan du risque ischémique et du risque hémorragique. Vous voyez ça très clairement. Risque ischémique, aucun problème, donc il n'y a pas de risque pour ces patients, mais il y a un gain sur le plan du risque hémorragique. Et là, les choses commencent à devenir plus claires dans l'esprit des investigateurs. Et l'étude qui a été publiée juste après, c'est Twilight, qui a testé 2 choses. D'abord, c'est pas forcément, c'est pas la durée seulement, parce que dans cette étude Twilight, on a donné ticagrelor et aspirine pendant 3 mois,
Et ensuite, la deuxième chose qu'il fallait tester, c'est donner la monothérapie, pas l'aspirine comme on a l'habitude de faire, mais le ticagrelor. Ce qui était quand même assez original. Alors, sur le plan du risque hémorragique, vous voyez, il y a un bénéfice dans la population qui avait pris le protocole de courte durée. Et sur le plan de risque ischémique, donc décès, infarctus et AVC, il n'y avait pas de perte chez cette population. Alors, à partir de là, il y a plein d'études qui ont été publiées. Je ne dois pas les passer toutes en revue, mais je vais simplement vous donner cette méta-analyse qui a comparé de deux stratégies. C'est une population qui avait un risque hémorragique élevé, et tout simplement, regardez ici, le patient qui a un risque hémorragique élevé, raccourcir la durée vous fait gagner sur le plan de risque hémorragique, mais ne vous fait pas perdre sur le plan du risque ischémique. Maintenant, la deuxième hypothèse qui a été testée, c'est monothérapie par, pas l'aspirine, mais ticagrelor ou clopidogrel. Et vous voyez là, pas mal d'études également, quelques-unes sont relativement récentes, et qui montrent pareil, donc toujours un bénéfice sur le plan de risque ischémique. Voici une méta-analyse publiée pas très longtemps, en 2021, et qui montre clairement qu'il y a un bénéfice en matière de risque hémorragique si on traite ces patients pour une courte durée, et toujours rien, pas de perte sur le plan de risque ischémique. Maintenant, si on essaye de résumer ce plan pratique, chez qui il va falloir adopter un protocole de courte durée. Évidemment, il y a des scores à utiliser, mais globalement, sujet âgé, les patients qui sont à risque hémorragique et qui sont dans le diapositive que j'ai montré tout à l'heure, les patients qui sont sous traitement anticoagulant oral, les patients qui ont une maladie coronaire stable, les non-diabétiques. À l'opposé, les patients qui sont plus des candidats à avoir une thérapie, une diabétie pendant une longue durée, c'est les patients jeunes, pas de risque hémorragique, maladies multitronculaires, les maladies diabétiques, des infarctus, et puis les patients qui ont fait un stent, une thrombose de stent dans les antécédents. Alors, quelqu'un pourrait se poser, c'est encore une fois une controverse, cognitive de la déescalade. L'escalade, ça a été proposé il y a quelques années. C'est au lieu de raccourcir la durée, mais on va simplement donner, par exemple, prasugrel et aspirine, ou aspirine et ticagrelor, et ensuite, après 1 mois ou 2 mois, on va passer à une molécule qui fait moins saigner, à savoir le clopidogrel. Alors, cette stratégie a gagné un peu de terrain, mais quand on regarde ici dans cette méta-analyse, on a comparé déescalade versus courte durée, on voit que sur le plan du risque hémorragique, la durée courte serait meilleure, une meilleure stratégie. Sur le plan des événements cliniques, la déescalade serait probablement une meilleure stratégie. Alors, les guidelines, les plus récentes, les guidelines américaines, et d'ailleurs, les guidelines européens, c'est pareil, ne sont pas très enthousiastes, mais ils donnent quand même un niveau de recommandation 2B à cette stratégie quand elle est faite. Alors, autre controverse, je vais essayer d'aller vite parce que le temps presse, traiter ou pré-traiter ou n'est pas pré-traité avant un certain nombre d'intervention de SAGMO-ST, c'est un grand sujet. Et évidemment, il y a un rationnel pour traiter ces patients-là, parce que surtout si la coronaro n'est pas faite le jour même ou le lendemain, il va falloir protéger ces patients. Le problème est que ceux qui défendent cette approche, c'est qu'on dit qu'il y aurait probablement un certain pourcentage de patients, des patients 10%, qui vont être opérés pour un pontage, et s'ils ont été déjà pré-traités, cela pose un problème. Il y a des patients qui auront
même pas besoin d'angioplastie, ou même pas de coronarographie. Donc il y a des arguments dans l'une et l'autre approche. En tout cas, l'étude qui a essayé de tester cette hypothèse, encore une fois de l'équipe de professeur Montelesco, c'est ACOST. Et ACOST a testé cette hypothèse, et je vais aller vite simplement pour dire que ACOST quand même a été faite il y a un certain nombre d'années, au moment où on faisait plus d'approche fémorale que d'approche radiale, donc plus que la moitié, c'est des patients qui ont été traités par voie fémorale. Et dans l'étude COST, il n'y avait pas de bénéfice ischémique après traiter ce patient. Par contre, il y avait un risque hémorragique qui était plus important dans cette population pré-traitée. Et la conclusion d'ACOST est qu'il n'y avait pas de bénéfice à pré-traiter par Prasugrel les patients qui étaient admis pour un syndrome chronique sur une élévation de segment ST et avait un risque hémorragique. Et d'ailleurs, cette étude a impacté les guidelines qui ont donné un niveau de recommandation 3 pour pré-traiter les patients admis pour syndrome chronique sans élévation de segment ST. Quelqu'un pourrait se poser la question, et si on n'utilise pas le Prasugrel, comme on utilise ici? Et dans un environnement où la coronaro n'est pas faite le lendemain, peut-être même dans une semaine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut laisser sans protection ces patients? En tout cas, ce qui a été peut-être compris dans les guidelines, y compris les guidelines de 2023 de l'ESC et de 2025, on a donné quand même un niveau de recommandation 2B dans le cas où la coronarographie n'a pas été faite à temps. Et donc, on a laissé quand même une niche pour pré-traiter ces patients, comme c'est le cas dans notre contexte. Alors, Prasugrel ou Ticagrelor, la question ne nous concerne pas beaucoup en Tunisie, parce qu'on n'a pas de Prasugrel, mais je vais quand même dire un mot, puisque ESA React a été publié il y a quelque temps quand même, et a comparé les deux molécules, et a montré clairement que sur le plan de safety, c'est pareil, mais sur le plan de l'efficacité en termes de protection ischémique, en termes de décès, infarctus et AVC, il y avait une supériorité du Prasugrel, et cela, encore une fois, a affecté les guidelines. Si vous voyez dans les guidelines que Prasugrel, il est préféré au Ticagrelor chez les patients qui ont un syndrome sans élévation du segment ST. Alors, ESA React a été très fortement critiqué, je vais passer, parce que j'espère qu'avec toutes ces données, je ne vous ai pas sémé de confusion. Et donc, je vais passer directement à la conclusion pour dire que le traitement anti-aggloplaquettaire post-syndrome chronique aigu est de nos jours relativement bien standardisé, que la durée du traitement reste encore un sujet de controverse, que l'approche personnalisée est celle qui est actuellement recommandée. Les scores sont très utiles, à mon avis, et je crois qu'ils ne sont pas suffisamment utilisés. Ça sert à évaluer le risque ischémique et hémorragique du patient et déterminer la durée de cette thérapie. Les guidelines actuelles ne recommandent pas le pré-traitement systématique en cas de syndrome chronique sans élévation de segment ST, particulièrement avec l'usage du Prasugrel, mais cela peut ne pas être extrapolé à des contextes particuliers avec la non-disponibilité de ces molécules puissantes et d'accès rapide à la coronarographie en cas de syndrome coronarien aigu. Et c'est d'où l'importance du jugement clinique et du concept de régime sur mesure au tailor-made treatment. Merci beaucoup. On remercie M. Habib Gamra et on passe à Salma qui va nous parler, Dr Salma Sharfeddine de l'hôpital de Sfax, qui va nous parler de cette balance risque hémorragique, risque ischémique et qu'est-ce qu'elle va faire avec sa balance électronique nouvelle. Merci, Dr Lehid, merci messieurs les modérateurs. Et moi, à mon tour, je suis réellement ravie de vous voir ici
de notre congrès national, parce que c'est un plaisir de partager la science entre nous, experts internationaux et nationaux. Et sur cette belle session sur les antithrombotiques matinales, et vous êtes ici pour discuter à propos de l'antiagrégation plaquettaire. Alors, on en a vu un tout petit peu cette histoire de prise en charge des syndromes coronariens aigus avec professeur Gamra, mais on se dit qu'il y a toujours le risque hémorragique et le risque ischémique. Alors, à combien on peut vraiment raccourcir, comment on peut adapter à ces patients à high bleeding risk? C'est ce que je vais essayer de répondre. Donc là, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et je vais commencer par une petite vignette clinique quand même assez simple, mais c'est un patient de tous les jours, 68 ans, hypertendu diabétique, qui fumait et qui a fait un stémie antérieur qui a été dilaté en urgence sur l'IVA proximal par un stent actif, un 3,5-25 dernière génération, qui a une fraction d'éjection modérément réduite. On l'a mis sous DAPT, aspirine, ticagrelor comme recommandé, à la dose recommandée, et toute la thérapeutique associée. Et puis, 3 semaines après, il vient avec un hématome extensif du membre inférieur. Et puis, il a une petite déglobulisation à 1,5 g par décilitre. Avant, il avait 13. Il était asymptomatique. Il n'avait pas de problème de thrombopénie associée. L'hémostase était très correcte, la fonction rénale aussi. Et là, vous vous posez un tout petit peu la question, comment on va gérer, qu'est-ce qu'on va faire chez ce patient-là? On est, comme recommandé, sous DAPT, aspirine, ticagrelor, mais après, on est à 3 semaines de la bithérapie anti-agrégante plaquettaire. Est-ce qu'on va continuer comme recommandé avec le minimum recommandé? Est-ce qu'on va passer à la mono-anti-agrégation plaquettaire et si oui, lequel garder? Et puis, est-ce qu'on va baisser un tout petit peu la dose ou bien adapter la posologie? Alors, que disent les études et que disent après les recommandations? Alors, si on regarde un tout petit peu les études très, très anciennes, et ça, c'est dans Lancet en 2015, c'est une dizaine d'années d'ailleurs, vous voyez que lorsqu'on arrête quand même l'ADAPT, on arrêtait l'ADAPT à 6 mois par rapport à 12 mois, on avait un gain de 18% par rapport au décès de toute cause, et puis de 42% par rapport au saignement majeur. Et donc là, c'était quand même une méta-analyse ancienne. Alors, on se pose la question, pourquoi on ne s'arrête pas d'ailleurs à 6 mois? Parce que là, les recommandations n'ont pas changé. Vous l'avez très bien vu qu'en 2024 avec la Société européenne, en 2023 avec la Société européenne de cardiologie et même après, là, sur les syndromes coronariens aigus, on a une durée commune de 12 mois avec une bithérapie idéalement aspirine avec le ticagrelor ou bien prasugrel sur les syndromes coronariens aigus et à défaut clopidogrel aspirine. Et puis vous voyez que les Américains après ils disent qu'en 2025 on doit garder l'ADAPT au moins une année. C'est au moins une année de façon conventionnelle et consensuelle. Alors, mais là, on se pose encore la question par rapport à cette balance ischémique, hémorragique, où on en a besoin réellement pour répondre à cette safety, à combien on doit s'arrêter. Et la question est de baisser essentiellement les événements hémorragiques tout en gardant ce gain par rapport aux événements ischémiques. Et donc, on pense, à la stratégie durée, c'est continuer l'ADAPT, mais en raccourcissant la durée. Et puis, la deuxième éventualité, c'est la déescalade thérapeutique, parce qu'on est sur des inhibiteurs P2Y12 puissants. Alors, qu'en est-il si on va plutôt switcher vers le clopidogrel ou bien la dose réduite de prasugrel 5 mg ou bien ticagrelor à 60 × 2 par jour? Alors là, c'est la question parce qu'on essaie de toujours maintenir ce gain ischémique par rapport à une baisse du risque hémorragique. Et pourquoi on s'attarde sur le risque hémorragique? Parce que vous voyez, lorsqu'on parle d'hémorragie, c'est la même chose que la thrombose ou bien l'ischémie, ça va augmenter la mortalité. Et là, on le voit très très bien sur cette courbe-là, parce que là, vous voyez, sur le premier mois réellement, on a plus de mortalité liée à la thrombose, à l'ischémie, mais aussi on a le saignement. Mais après le premier mois, vous le voyez aussi très très bien qu'après le premier mois, là je vais essayer de faire avec le pointeur, cette thrombose-là, elle va diminuer de façon drastique alors que le risque de saignement, il va réellement être maintenu
tout au long des mois et puis des années. Et là, on a réellement ces critères-là d'évaluation du risque hémorragique, et Selahbil l'a très bien dit, on a Precise DAPT pour dire que notre patient est-il à haut risque hémorragique, mais puis aussi on a des critères majeurs de l'arc HBR qu'on doit systématiquement chercher. C'est la fonction rénale, c'est s'il prend des anticoagulants oraux directs, si ce patient il a une anémie, une transfusion récente, un saignement. Et là, réellement, c'est ces patients-là où on doit adapter essentiellement notre stratégie. Et on l'a vu, on l'a dit, le saignement, oui, c'est la mortalité, parce que vous voyez, si on a un saignement majeur, ou bien si on a un patient qui a nécessité une transfusion, c'est 3 à 4 fois plus de risque de mortalité à un an. Et donc, faites attention à ce saignement-là. Et plus on a un saignement majeur dans la première semaine, les 2 ou bien 3 premières semaines, on a plus de risque, jusqu'à 6 fois plus de risque de mortalité qui est maintenu même à distance, c'est-à-dire durant la première année. Et puis, on le sait aussi que réellement, si on va malheureusement être amené à arrêter cette DAPT précocement, et là vous voyez, si on est amené à interrompre la DAPT pendant la période vulnérable, le premier mois, on a quand même 47% de plus de risque de thrombose de stent, et c'est un peu un multiplicatif par 6 d'avoir cette thrombose de stent si on va arrêter avant les 30 premiers jours. Alors la question elle est un peu problématique parce que si on a un patient comme mon patient qui vient à 3 semaines avec un saignement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va réellement attendre encore une semaine pour rester dans cette période vulnérable? Ou bien on peut quand même diminuer, arrêter, passer à une monothérapie anti-agrégante plaquettaire? Alors là, et qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce que c'est la durée ou bien c'est la déescalade? Puisque je rappelle, ce patient était sous aspirine avec le ticagrelor. Alors, on va commencer par la première question, raccourcir la durée versus la standard. Et vous voyez que c'est des études, oui, mais aussi des méta-analyses autant récentes l'une que les autres. Et là, en JAMA, en 2024, vous voyez, c'est 15 études randomisées, 35 500 patients à peu près, des syndromes coronariens aigus tous. Et on a 24 797 patients qui étaient sous ticagrelor ou bien prasugrel. Et c'est essentiellement ticagrelor qui était étudié avec Tico, Tipas, Twilight et puis Ultimate DAPT. Et c'est des patients tous dans un contexte aigu. Et on a essayé de comparer un tout petit peu la durée courte 1 mois par rapport à la durée standard, ou bien la durée courte 3 mois par rapport à la durée standard. Et puis, on a essayé de voir qu'en est-il de ces différentes stratégies. Alors, vous voyez que lorsqu'on regarde un tout petit peu sur cette analyse-là, qu'on a la short DAPT 1 mois, 3 mois, et puis on va continuer par les inhibiteurs de la P2Y12 et la meilleure stratégie en matière de gain sur les événements cardiovasculaires majeurs et cérébraux, c'était les 3 mois de DAPT et puis suivi par un inhibiteur de la P2Y12. Et là, je rappelle que ces inhibiteurs de la P2Y12 étaient majoritairement dans cette méta-analyse le ticagrelor. Alors après, avec le 1 mois aussi, on n'avait pas quand même d'augmentation du risque ischémique. Et là, c'est une chose assez importante à retenir. Et puis après, on regarde l'autre version de la balance, le risque hémorragique. Et là, vous voyez que lorsqu'on regarde l'hémorragie, on a quand même 50% de gain. Lorsqu'on regarde la stratégie 1 mois ou bien 3 mois de DAPT, après, c'est le ticagrelor ou bien un clopidogrel moindre qu'on va continuer. Et si on continue avec aspirine, vous voyez que le gain, il est plus amorti sur les saignements. Et si on garde la stratégie 6 mois de DAPT après aspirine, quand même, on a un surcroît de saignements. C'est ce que nous montrent ces différentes études. Et alors, on va s'attarder un tout petit peu sur l'ischémie parce qu'on a vu que 3 mois, c'est la stratégie meilleure. Et puis après, inhibiteur P2Y12. Et là, c'est essentiellement avec un gain sur la mortalité toute cause et sur la thrombose de stent qui a été bien montrée. Alors, on regarde après aussi des études un peu plus récentes. Et là, vous voyez, Host-BR Trial, c'est une étude coréenne qui a été présentée dans l'ACC en 2025, 1 ou bien 3 mois. Et puis, on va switcher vers un inhibiteur de la P2Y12. Et là, c'est une étude de la vie réelle. Et à la sortie, c'était plutôt le clopidogrel majoritairement qui était étudié. C'est à peu près nos patients de tous les jours parce qu'on sait que réellement, on n'est pas sur ticagrelor, on met nos patients sous clopidogrel aussi. Alors, si on va arrêter à 1 mois ou bien à 3 mois, qu'en est-il de cette balance risque hémorragique ischémique?
Et là, vous voyez que ce qu'a montré cette étude-là, OST-BR, sur à peu près 1500 patients avec un syndrome coronarien aigu. La totale, c'était à peu près 5000 patients. On avait les chroniques et les aigus. Et là, vous voyez qu'un mois ou bien 3 mois, et puis la mono-anti-agrégation plaquettaire, essentiellement avec clopidogrel, la meilleure stratégie qui l'emportait était les 3 mois. Et c'était essentiellement avec un gain significatif sur les MACE, comme vous voyez ici, et sur les événements combinés, hémorragiques et ischémiques, mais c'était à travers un gain sur les événements ischémiques, sans différence sur les événements hémorragiques. Alors là, parfois, on se pose encore la question, faut-il garder l'aspirine? Et là, c'est aussi une méta-analyse avec 23 études, 45 000 patients, syndrome coronarien aigu, ticagrelor, clopidogrel versus aspirine. Et là, c'est Habib l'a bien montré, qu'on avait moins de saignements avec les inhibiteurs de la P2, Y12 essentiellement, et les événements combinés ischémiques et hémorragiques, mais via un gain essentiel sur l'hémorragie. Alors, la question derrière, elle reste parfois un peu plus poussée. Est-ce qu'on peut aller vers une monothérapie d'emblée par rapport à une double anti-agrégation plaquettaire? On a vu qu'on a une période vulnérable, on a les 3 mois, le 1 mois, les 3 semaines. Et donc là, on a essayé de comparer dans STOP-DAP3 la monothérapie par prasugrel par rapport à une double anti-agrégation plaquettaire. Il y avait 2 bras, syndrome coronarien aigu et les non-syndromes coronariens aigus. Et là, vous voyez très bien qu'on n'avait pas quand même de différence par rapport au saignement dans le bras syndrome coronarien aigu, puisque c'est le topic de cette session. Mais par contre, par rapport au MACE, on avait plus de MACE dans la stratégie où on avait quand même arrêté, non, on n'a pas utilisé l'ADAPT, et donc l'aspirine reste encore à utiliser durant les premières semaines, bien le premier mois. Alors pour répondre à cette première question, 1 mois de double anti-agrégation plaquettaire après, c'est la monothérapie par inhibiteur P2Y12. Essentiellement, ticagrelor, on va dire, ça va réduire le saignement majeur sans augmenter le risque ischémique. 3 mois de double anti-agrégation plaquettaire après une monothérapie par l'inhibiteur P2Y12, essentiellement aussi le ticagrelor, plus ou moins clopidogrel, c'est la meilleure option pour gagner sur les MACE et aussi le saignement. Et on l'a dit, ticagrelor, c'est le mieux étudié, puis clopidogrel, et ça reste réellement supérieur à l'aspirine en matière de saignement et aussi de thrombose. Alors, un petit mot par rapport à la déescalade ou bien la short DAPT, ça a été un tout petit peu abordé, mais là, vous voyez qu'on a aussi des études combinées, des méta-analyses. On le sait, on a Topic, on a Talosema, Tropical, et on a Ostridius avec la dose réduite de prasugrel à 5 mg. Plus que 10 000 patients avec des syndromes coronariens aigus. Et là, vous voyez que par rapport à cette déescalade, c'est essentiellement une baisse du saignement majeur, les barques au-delà de 2, mais aussi des MACE. On gagnait de 40% par rapport au saignement majeur, de plus que 20% par rapport au MACE. Et là, regardez, si on essaie de voir est-ce qu'on doit guider cette déescalade, cette étude génétique, cette étude de l'anti-agrégation plaquettaire, est-ce que ça a apporté un plus? Vous voyez que même avec une stratégie non guidée, sans dose de charge derrière, sans testing ni génétique ni de la fonction plaquettaire, on avait un gain sur les saignements majeurs, et donc n'ayez pas peur à déescalader chez les patients qui le nécessitent. Et puis aussi, on avait un gain chez cette même population par rapport aux événements combinés ischémiques et hémorragiques. Alors, déescalade ou bien short DAPT, c'est Habib l'a très bien dit. Là, on a 50 000 patients, on a essayé de voir, et c'était publié en 2022. Et là, vous voyez que là, on gagnait mieux en matière de saignement lorsqu'on raccourcissait la durée de la double anti-agrégation plaquettaire par rapport à un gain sur les événements combinés si on faisait la déescalade avec clopidogrel ou bien la dose réduite de prasugrel, ticagrelor, il n'y a pas de grosses études derrière. Alors, je termine par les recommandations. Les recommandations en attendant celles de 2027 sur les syndromes coronariens aigus de la Société européenne. Ça va être non cette année, mais l'année prochaine. Donc, on garde celle de 2023. Et vous voyez, 2023, on reste sur une stratégie de 3 à 6 mois. Et puis, on peut raccourcir à 3 à 6 mois. Ça peut être discuté. 1 mois, et puis on passe à une monothérapie si on a des patients à haut risque ou bien très haut risque hémorragique. Pour la déescalade, c'est une classe 2B. On peut y penser chez certains patients.
Et donc là, il faut réellement les décortiquer au un par un. Et les recommandations un peu plus récentes, américaines en 2025, vous voyez, c'est un peu plus pragmatique. C'est la double antiagrégation plaquettaire aspirine ticagrelor. Et puis arrêter l'aspirine 1 à 3 mois après une angioplastie au cours d'un syndrome coronarien aigu pour passer à une monothérapie antiagrégante plaquettaire par, ici ils mettent en recommandation classe 1, le ticagrelor à pleine dose, 90 mg x 2 par jour. C'est un peu plus simple à retenir. Et voilà ma conclusion, je suis sur le timing exact. Si on va essayer de répondre à cette question-là pour gagner par rapport au saignement, par rapport à en gardant ce bénéfice ischémique, on va dire short adapt oui, avec idéalement les 3 mois, mais si on a des patients à haut risque hémorragique, on peut s'arrêter à 1 mois. Le ticagrelor, on a plus de preuves, mais clopidogrel, dans des études de la vie réelle, il paraît aussi safe. Et là, on va dire, oublions l'aspirine, parce que l'aspirine, on a vu que lorsqu'on va passer sur ces stratégies de short adapt, ça quand même, on a un risque hémorragique qui est plus que par rapport à clopidogrel, par exemple, sanguin par rapport à l'ischémie. Et pour la déescalade, on a besoin de plus d'études pour gagner en matière de saignement et d'ischémie associée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Salma. Nous allons passer à la communication suivante. Syndrome coronarien aigu et fibrillation auriculaire. Y a-t-il encore une place pour la triple thérapie par le professeur Madistim? Bonjour, donc je remercie le comité d'organisation pour l'invitation. Alors on m'a chargé de parler d'une association qui ne facilite pas vraiment la vie, donc la fibrillation auriculaire et le syndrome coronarien aigu. Donc est-ce qu'il y a encore une place à la trithérapie? Alors j'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation. Alors, je vais commencer par dire que l'association elle est fréquente. Donc, les deux pathologies sont fortement associées à l'âge, avec des comorbidités communes. Et on estime qu'à peu près donc 20 à 30% des patients qui ont une fibrillation auriculaire avec une indication au traitement anticoagulant donc, présentent une coronaropathie associée et qui va nécessiter probablement une intervention coronaire percutanée dans 21% des cas. Et 5 à 20% des patients qui ont un syndrome coronarien aigu, donc ont aussi une fibrillation auriculaire concomitante. Alors le challenge de ces patients, c'est qu'ils sont exposés à un double risque, un risque de thromboembolique, d'AVC surtout, et un risque de thrombose de stent. Alors pour le risque thromboembolique, on sait que les anticoagulants sont supérieurs à l'ADAPT. Pour le risque de thrombose, on sait que la bithérapie antiagrégante elle est supérieure au traitement anticoagulant. Malheureusement, on ne peut pas prévenir donc, les deux risques par un seul traitement. On est obligé d'associer les traitements par ce qu'on appelle cette triple thérapie. Et malheureusement, donc, cette triple thérapie donc, elle augmente de façon drastique donc, le risque hémorragique. Alors ça, c'est une notion qui est très connue dans cette méta-analyse d'Hansen. Donc on voit clairement donc, que le risque hémorragique il augmente de façon exponentielle avec l'association de traitements antithrombotiques. Vous voyez ici que le risque ratio il augmente d'environ 3,7 avec cette trithérapie par rapport à la warfarine. Et on sait tous que ces hémorragies post-angioplastie ne sont pas donc, anodines, elles sont loin de l'être, avec une mortalité aussi bien précoce hospitalière qu'à long terme qui a augmenté d'environ 3 fois, avec des mécanismes qui sont intriqués, multiples, l'ischémie, donc l'activation de l'inflammation par l'anémie et la transfusion, et aussi par la discontinuation prématurée du traitement antiagrégant, donc qui augmente la mortalité. Alors, Dr Salem Sharafeddine a exposé cette figure. Ce qu'on sait aussi que des études observationnelles et des essais cliniques randomisés, c'est que la balance risque-hémorragie, risque ischémique, risque hémorragique, elle varie en fonction du temps. Vous avez ici, donc, au cours de la phase précoce après l'angioplastie, un risque ischémique et de thrombose qui est maximal, qui diminue de façon exponentielle avec le temps. Par contre, le risque hémorragique, il est cumulatif et il augmente au fur et à mesure qu'on avance avec le temps, surtout en cas de traitement antithrombotique potent et prolongé. Alors, quelle association donc, de traitement chez ces patients avec AFA et syndrome coronarien aigu, particulièrement lorsqu'ils sont traités par voie percutanée, bithérapie ou trithérapie?
On a de plus en plus de données depuis l'année 2013 avec les antivitamines K, avec l'étude VUST. Ensuite, donc, avènement des anticoagulants oraux depuis 2016. Se sont enchaînés les essais cliniques avec Pioneer AF, Gradual PCI, Augustus et Entrust AF. Alors, la première étude donc, qui s'est intéressée au sujet, donc, c'est une petite étude randomisée de plus de 500 patients avec les AVK qui a testé triple thérapie, donc vitamine K, clopidogrel, aspirine versus bithérapie, vitamine K plus clopidogrel pendant une durée de 12 mois. Et vous voyez donc que le critère primaire d'hémorragie il était nettement en faveur de la bithérapie par rapport à la trithérapie par AVK, mais sans vraiment donc, d'un excès d'événements significatifs sur le plan ischémique à 12 mois. Alors c'est cette première étude qui a permis de remettre en question la nécessité de cette trithérapie pendant une durée de 12 années. Ensuite, c'est au tour aux AOD pour être testés dans cette indication avec la première étude, l'étude Pioneer AF. Donc des patients, donc plus de 2000 patients avec une fibrillation auriculaire persistante ou permanente qui sont traités par angioplastie et qui ont été randomisés en 3 bras. Donc premier bras, donc rivaroxaban 15 mg une fois par jour, clopidogrel 75 mg. Deuxième bras, donc rivaroxaban 2,5 2 fois par jour, clopidogrel, aspirine, pendant une durée 1, 6 ou 12 mois, donc à la discrétion du traitement du cardiologue interventionnel. Ensuite, poursuite par rivaroxaban 15 mg plus aspirine. Troisième bras, trithérapie classique, vitamine K, clopidogrel, aspirine, pendant une durée de 1, 6 ou 12 mois. Alors, le critère primaire était essentiellement donc, basé sur la safety, c'est-à-dire les hémorragies majeures et mineures. Les critères secondaires, c'était les événements ischémiques et la mortalité cardiovasculaire. Alors, clairement, donc, le groupe 3, c'est-à-dire la trithérapie classique VKA, donnait plus d'hémorragie, tout type d'hémorragie, que les deux groupes, donc 1 et 2, avec les deux dosages de rivaroxaban associés à un inhibiteur de la P2Y12. Alors, il y avait un excès numérique, mais qui n'était pas statistiquement significatif, donc d'événements thrombotiques et notamment de thrombose de stent, mais donc la différence n'était pas significative entre les 3 bras. La même chose donc avec le dabigatran, l'étude Gradual PCI, donc la randomisée, 3 bras, dabigatran à dose de 150 mg plus un inhibiteur P2Y12. Dabigatran 110 mg plus P2Y12, ensuite trithérapie classique, vitamine K, inhibiteur P2Y12 et aspirine pendant une durée d'au moins 6 mois. Alors, les résultats sont similaires à l'étude Pioneer, donc il y avait un excès d'hémorragie dans le bras trithérapie par rapport aux 2 bras de dabigatran avec les 2 dosages et sans vraiment un excès d'événements donc ischémiques et de décès donc, par rapport à la trithérapie classique. Alors, les conclusions qu'on a tirées initialement dans ces 2 essais, alors ces 2 essais qu'ils ont inclus uniquement des patients qui ont été traités par une angioplastie. Alors clairement, la bithérapie seule avec des AOD et un inhibiteur P2Y12 diminuait clairement le risque de saignement. Mais dans Pioneer, donc, on a utilisé des doses qui n'étaient pas donc, testées dans la prévention de l'AVC, du risque thromboembolique. Et en rapport avec le design de Redual, donc on ne sait pas clairement est-ce que donc, la réduction dans les événements hémorragiques était en rapport avec l'utilisation du dabigatran ou donc à l'évitement ou à l'éviction de l'aspirine. Aussi, il faut savoir que ces 2 études ne sont pas suffisamment puissantes pour évaluer les critères d'efficacité, c'est-à-dire les critères d'événements ischémiques. Il y avait un excès donc, numérique, comme on l'a vu, d'événements ischémiques et de thrombose de stent, mais les 2 études n'étaient pas suffisamment puissantes pour apprécier ces critères. Alors ensuite, c'est venu donc, cette étude Augustus pour pallier donc, aux 2 inconvénients des études précédentes. Donc, elle a testé 2 hypothèses. Donc, chez les patients avec une fibrillation auriculaire et un syndrome coronaire aigu,
ou une angioplastie coronaire et qui sont déjà sous inhibiteur P2Y12. Alors, la première hypothèse, c'est que l'apixaban est au moins non inférieur et probablement supérieur au traitement antivitamine K pour les hémorragies. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'aspirine elle est inférieure au placebo donc pour les hémorragies majeures ou cliniquement donc significatives chez les patients sous anticoagulants. Alors, le design de l'étude était un peu particulier, c'est un design factoriel 2x2. Patients en fibrillation auriculaire qui ont un syndrome coronaire aigu traité par angioplastie, randomisés en 2 bras, apixaban donc à la dose recommandée pour la prévention des événements thromboemboliques, 5 mg 2 fois par jour, réduction de dose uniquement chez les patients avec des critères de réduction, versus VKA, donc avec un INR 2 à 3. Alors, dans chaque bras, il y avait une randomisation aussi, aspirine versus placebo. Critères primaires, toujours les hémorragies, secondaires, safety, d'efficacité, décès et hospitalisation. Ça marche pas. Alors on voit clairement ici que l'inhibiteur P2Y12 utilisé était majoritairement du clopidogrel. Et on voit aussi que l'étude Augustus a inclus donc, des patients avec syndrome coronaire traités par angioplastie, mais aussi des patients qui ont été managés médicalement. On voit clairement ici, donc, dans le bras apixaban versus VKA, une réduction des hémorragies, aussi bien aussi dans le bras aspirine versus placebo. Ça, c'est les 4 bras de l'étude donc, superposés. Et on voit que clairement, l'apixaban plus placebo entraînait une réduction absolue du risque de 11,4% d'hémorragie par rapport aux vitamines K associées à l'aspirine. Qu'en est-il des critères d'efficacité, d'essai et hospitalisation? Il n'y avait pas de différence significative aspirine versus placebo par rapport et d'apixaban versus VKA. Ça passe pas. Alors la conclusion d'Augustus, c'est que les patients avec une fibrillation auriculaire et un syndrome coronaire aigu et ou une angioplastie traités avec un inhibiteur P2Y12, l'apixaban à la dose recommandée pour la prévention du risque d'AVC, il entraînait moins d'hémorragie, moins d'hospitalisation, mais sans différence significative en termes d'événements ischémiques comparé avec un régime qui a inclus des vitamines K, et ceci indépendamment de l'utilisation de l'aspirine. Si on revient ici donc, dans les analyses des thromboses de stent dans l'étude Augustus, on s'aperçoit ici que 80% des thromboses de stent définitives ou probables sont survenues au cours des 30 premiers jours. Et si on voit ici dans le bras aspirine versus placebo, il y a donc un bénéfice qui est modéré, qui n'est pas significatif de l'aspirine par rapport au placebo. Comme vous voyez ici, les 2 courbes qui se chevauchent avec le bleu et le jaune en rapport avec des intervalles de confiance qui sont assez larges. Donc, si on analyse ici landmark de l'étude Augustus, on voit que depuis la randomisation en 30 jours, vous avez à gauche ici les événements hémorragiques, à droite les événements ischémiques et les décès cardiovasculaires. Vous voyez que pendant le premier mois, l'aspirine elle fait jeu égal entre un excès d'hémorragie, mais en même temps qui est contrebalancé par une diminution du risque de thrombose et d'infarctus du myocarde. Par contre, si on remet ici les horloges, à 30 jours jusqu'à la fin de l'étude, on voit que clairement, l'aspirine, à partir de 30 jours, elle augmente plus le risque d'hémorragique sans vraiment de bénéfice sur les événements ischémiques et thrombotiques à partir de 30 jours jusqu'à 6 mois. Je vais passer rapidement parce que le temps presse. La même chose avec l'étude Antrast AF, c'est les mêmes constatations. Pardon. Alors, les 4 études ayant inclus les AOD ont été étudiées, regroupées dans des méta-analyses. Clairement, le risque hémorragique il est baissé par la bithérapie par rapport à la trithérapie. Mais si on voit ici, il y a un petit excès aussi d'infarctus du myocarde.
mais aussi de thrombose de stent, donc dans le bras, bithérapie, par rapport à la trithérapie avec vitamine K. Alors, quelle est l'association d'antithrombotiques idéale? Donc, la décision, elle doit être basée sur 3 principaux risques. Le risque thromboembolique, le risque d'événements ischémiques et le risque hémorragique. Donc, l'évaluation, elle doit inclure obligatoirement les caractéristiques cliniques et démographiques. Donc, la présentation, donc syndrome coronaire versus angioplastie élective, la complexité angiographique. Globalement, donc, en cas de risque thrombotique faible et un risque hémorragique élevé, donc suppression précoce de l'aspirine, donc atteinte complexe ou multivasculaire ou un syndrome coronaire aigu à haut risque, donc prolongation de la durée de l'aspirine. Alors, que proposent les recommandations? On voit clairement ici, à partir de 2010, on a tendance, donc, dans les différentes recommandations, à raccourcir de plus en plus la durée de la trithérapie en faveur de la bithérapie. Si on va vers les recommandations ESC de la fibrillation auriculaire de 2024, alors clairement OAD est supérieur à vitamine K chez les patients éligibles. Alors il faut utiliser les doses recommandées d'AOD, pas de réduction de dose, sauf en présence de critères de réduction. Alors pour les patients sous VKA, donc un INR entre 2 à 2,5. Clopidogrel est donc l'inhibiteur P2Y12 recommandé en association avec les AOD. Alors fibrillation auriculaire et syndrome coronaire aigu traité par angioplastie. Traitement standard, 1 semaine de trithérapie, AOD, P2Y12, aspirine, ensuite bithérapie jusqu'à 12 mois, ensuite OAD seul. En cas de risque thrombotique donc, qui est jugé élevé, donc triple thérapie OAD, P2Y12, aspirine pendant 1 mois, ensuite prolongation OAD plus P2Y12 jusqu'à 12 mois, ensuite OAD seul. Alors, pour les patients avec un syndrome coronaire aigu qui sont managés médicalement, donc le niveau de preuve il est moins certain, donc généralement bithérapie OAD avec P2Y12 pendant une durée de 6 à 12 mois, ensuite OAD seul. Alors j'arrive à mes take-home message, donc l'association elle est fréquente, fibrillation auriculaire et angioplastie coronaire. La tripylthérapie elle augmente de 3 fois le risque hémorragique. Les hémorragies augmentent en même temps de 3 fois donc, la mortalité. Alors, la bithérapie elle apparaît comme une alternative viable et séduisante. Donc les méta-analyses et les essais cliniques randomisés donc, sont en faveur d'une réduction significative des risques d'hémorragie de la bithérapie versus tripylthérapie. Un petit signal, donc une augmentation du risque d'événements ischémiques et notamment de thrombose de stent, surtout lorsqu'on utilise des doses suboptimales d'AOD. Alors, la tendance actuelle, c'est de raccourcir au maximum cette durée de tripylthérapie. Donc, la durée standard, c'est 1 semaine pendant la période périprocédurale. Et cette durée peut être prolongée jusqu'à 1 mois en cas de risque thrombotique qui est élevé. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Mahdi. On va passer à la dernière communication. J'ai le grand honneur et l'immense plaisir d'inviter professeur Gilles Montalesco de la Pitié, expert et référence mondiale en matière de cardiologie interventionnelle et de recherche clinique, qui va nous parler de la génétique au test plaquettaire. Quel impact en pratique? À vous la parole. Très bien, merci beaucoup d'abord de votre invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici, d'entendre les questions aussi qui sont posées dans votre environnement, qui n'est pas exactement le même que le nôtre, puisque vous n'avez pas toujours les mêmes médicaments et que ça oblige à s'adapter. Et là, on va parler d'un sujet qui est difficile et qui nous a quand même un peu déçus, qui est le sujet des tests, soit de fonction plaquettaire, soit les tests génétiques. On attendait beaucoup de ces tests parce que, comme vous savez, les Américains, depuis maintenant très longtemps, ont mis ce qu'on appelle une black box sur le clopidogrel, qui est un signal d'alerte
parce qu'il y a des résistances à ce médicament. Et quand on est en Tunisie, bien évidemment, c'est le médicament le plus utilisé, au moins chroniquement, pour les patients. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Est-ce qu'on doit tester les patients ou pas? Et on a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites et qu'on va retracer si vous le voulez bien. Alors le premier temps qu'on a eu dans cette évaluation, c'est le temps d'observation. On a regardé ce qui se passait et on s'est vite aperçu qu'il y avait en effet, lorsqu'on mesurait les fonctions plaquettaires, d'inhibition de l'agrégation plaquettaire, qu'il y avait sous clopidogrel des patients qui répondaient moins bien que d'autres. Et on s'est dit, est-ce que ça a un impact sur la clinique? Et on a commencé avec des études de cohorte qui ont en effet montré que lorsque les patients répondaient moins bien ou ne répondaient pas, ce qui était quand même plus rare, eh bien, il y avait un impact sur le devenir clinique de ces patients. C'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Et il y avait même un impact, lorsque les essais étaient assez puissants, sur la mortalité. Et donc, ça a jeté un froid et on s'est dit, voilà un médicament qui à l'époque était le plus vendu dans le monde et chez lequel on ne cernait pas complètement l'efficacité et avec une exposition au risque pour ces patients qui répondaient moins bien. Alors dans ce temps d'observation, on a vu d'autres cohortes arriver et toutes ont montré la même chose. En observant les patients chez qui on mesurait la réponse antiplaquettaire, eh bien, quand on répondait moins bien, et on n'avait pas besoin de ne pas répondre du tout, quand on répondait moins bien, il y avait un impact sur les événements, et c'était particulièrement vrai chez les coronariens, et particulièrement vrai chez les coronariens stentés. Et donc ça a un peu été un signal d'alarme pour les cardiologues interventionnels en particulier. Alors le premier tournant qu'il y a eu, c'est ces 3 articles qui ont été publiés quasiment en même temps. Il y avait une course pour arriver à publier ces papiers rapidement. Les 3 papiers sont d'ailleurs retrouvés au New England en même temps. Le premier soumis, ça a été le nôtre, qui a fini dans le Lancet, 15 jours avant les 2 autres dans le New England. Et que disaient ces 3 papiers? Ces 3 papiers disaient, on a l'explication à cette mauvaise réponse aux antiplaqétaires, et elle est d'origine génétique. Et lorsqu'on a une perte de fonction d'allèle, eh bien, on a une exposition à une mauvaise réponse au clopidogrel. C'est génétiquement exposé. C'est vrai particulièrement pour les homozygotes sur les étoiles 2. C'est-à-dire qu'on a 2 fois l'étoile 2 dans son génome, on a peu ou pas de réponse. Quand on est hétérozygote, on a une moins bonne réponse. Alors, il faut garder ça en tête parce que ceux qui payent le prix vraiment de cette anomalie génétique, ce sont les homozygotes. Or, les homozygotes, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un dans cette salle. Par contre, des hétérozygotes, je suis sûr qu'il y en a dans cette salle. Allez, il y en a une bonne vingtaine. Voilà, donc moi je suis hétérozygote. Donc ça veut dire que ma réponse au clopidogrel, elle est un peu moins bonne que la majorité des gens qui, eux, n'ont pas d'anomalie sur cette étoile. Et donc, on a regardé cela avec Jean-Philippe Collet, mon ami, mon collègue, qui a disparu trop tôt, et on s'est aperçu que chez les patients qui avaient fait un infarctus jeune, eh bien, lorsqu'ils avaient cette anomalie génétique, eh bien, malheureusement, ils payaient le prix en termes de pronostic cardiovasculaire. Ça a été regardé dans 2 autres études, dont une autre française, et donc ces 3 essais ont marqué les choses. C'est à l'époque Éric Topol qui a porté l'idée qu'il fallait avoir sur le clopidogrel une mention de cette résistance liée à la génétique. Alors, lorsqu'on regarde l'ensemble des facteurs de résistance, il n'y a pas que la génétique, et il faut garder ça en tête. Il y a des facteurs modifiables, des facteurs non modifiables. Dans les facteurs modifiables, eh bien, vous savez que l'obésité, le diabète, le tabac sont des choses qu'on peut modifier. Il y a les interactions médicamenteuses, en particulier avec les inhibiteurs de la pompe à protons. Tout ça est gérable. Et puis, il y a les facteurs non modifiables. On ne va pas changer son âge, on ne va pas changer son sexe, on ne va pas changer son génome. Mais on peut parfois arriver à vaincre la résistance, en particulier chez les hétérozygotes, y compris lorsque c'est dû à des facteurs non modifiables. Alors, ça ne peut pas avancer. Comment faire?
Voilà. Alors, c'est ce qu'on vous montre ici avec une étude qu'on avait faite avec Jean-Philippe, justement, où on montrait, regardez les colonnes bleues. Les colonnes bleues, ce sont les patients qui sont justement hétérozygotes. Et vous voyez que lorsque vous montez la dose de clopidogrel, c'est ce qui est à droite, 900 mg, eh bien, vous arrivez à avoir une réponse parfaitement normale chez ces patients en montant la dose de clopidogrel alors qu'ils sont hétérozygotes. Donc, si je fais l'infarctus aujourd'hui à Tunis, donnez-moi 900 mg de clopidogrel. Je vais être parfaitement protégé. Si on regarde les homozygotes, et là encore, ils sont très rares, vous voyez qu'on a beaucoup plus de mal à dépasser ce problème de résistance et que là, il faut trouver autre chose. Et autre chose, en général, c'est les nouveaux inhibiteurs de P2Y12. Ça peut être le prasugrel comme ici, ça peut être le ticagrelor qui n'ont pas ces soucis de résistance génétique. Alors, quand on regarde cette diapositive, on voit que le clopidogrel a un problème avec les anomalies génétiques, le prasugrel n'en a pas. On dit la messe est dite, la démonstration est faite, et donc il faudrait toujours donner du prasugrel pour ne pas avoir le problème, ou du ticagrelor. C'est en partie vrai. Le problème ici, c'est que c'est une analyse d'un sous-groupe. C'est le sous-groupe de l'étude Triton. La randomisation, elle n'était pas faite sur le test génétique. Elle était faite sur clopidogrel contre prasugrel. Et si vous réfléchissez à cette étude, il y a plein d'autres sous-groupes dans cette étude où le prasugrel fait mieux que le clopidogrel. C'est seulement un des sous-groupes où le prasugrel fait mieux que le clopidogrel. Ce n'est pas la démonstration finale que le test sert à quelque chose. Alors, si on veut résumer ce temps de l'observation, eh bien, quand on a une réactivité plaquettaire qui est élevée sous traitement, eh bien, c'est associé à plus d'événements ischémiques, c'est éventuellement modifiable, et savoir si, en modifiant cette réactivité plaquettaire, on va avoir un impact sur le pronostic des patients, à cette époque-là, c'est inconnu. Il faudra faire des tests et randomiser les études sur la question des tests. Alors, le temps de la randomisation, après, le temps de l'observation est arrivé, et c'est ce qu'on a vécu, et on a eu deux possibilités, utiliser les tests de fonction plaquettaire ou utiliser les tests génétiques. Et bien évidemment, ils ne mesurent pas exactement la même chose. Le test de fonction plaquettaire, c'est une mesure directe de la réponse au traitement antiplaquettaire que vous avez et que vous devez avoir pour qu'on sache si vous avez une réponse. La génétique, elle se fiche de ça. Que vous ayez ou pas l'antiplaquettaire, elle va vous dire vous avez l'anomalie génétique de résistance. Et puis, on peut aussi se dire que les deux se font au lit du patient au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a un plus facile que l'autre? Peut-être que le test génétique est un peu plus facile à faire que le test de fonction plaquettaire. Et puis, les tests de fonction plaquettaire, ils ont de la variabilité terrible. La variabilité dans le temps, la variabilité même pour un même individu, des variabilités aussi entre les individus. Et donc, on a un certain nombre de limites des tests de fonction plaquettaire qu'on n'a pas avec les tests génétiques. Alors, est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Eh bien, ce qui est fantastique, c'est qu'en 2025, on a toute une liste d'essais randomisés qui ont été faits avec les tests de fonction plaquettaire d'un côté et les tests génétiques de l'autre. Alors, quand on regarde cela, c'est là où la déception arrive, parce que quand on regarde les tests de fonction plaquettaire dans les essais randomisés, et ici vous avez 5 essais randomisés très bien publiés, dont 2 qu'on avait fait avec Jean-Philippe, Arctique et Antarctique, tous, globalement, sont négatifs. On a randomisé des patients qui étaient parfois dans la salle de cathétérisme, à qui on mettait un stent pour savoir si je mesure leur réponse à l'antiplaquettaire, alors que je sais que ça a un impact sur le pronostic, je mesure, et je prends les décisions pour m'ajuster parce que celui-là répond moins bien que celui-là, et bien non, ça n'a pas d'impact sur le pronostic des patients. Grande déception. Alors on s'est dit, on va peut-être faire mieux avec la génétique. Et donc on a là aussi 5-6 essais cliniques où on a randomisé sur la génétique. Et quand vous regardez ces essais, il y en a peut-être un qui sort du lot qui est populaire génétique. Si on va en reparler, il faut vraiment le regarder avec attention. Mais globalement, là, ils ne sont pas négatifs, mais ils partent dans tous les sens. Vous en avez des positifs, des négatifs, des critères de jugement qui ne sont pas les mêmes d'un essai à l'autre. Très compliqué d'y voir clair. Et là encore, quand les recommandations se penchent là-dessus, elles disent non, on ne peut pas recommander de tests génétiques de manière systématique pour les patients, y compris en Tunisie, où le clopidogrel va être
le médicament le plus largement utilisé. Alors, après le temps de l'observation, après le temps de la randomisation décevant, est venu le temps de la réflexion. On aurait peut-être dû commencer avec ça, mais on n'avait pas toutes les données. Alors, on a regardé et on a réfléchi. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quand on fait le test de fonction plaquettaire et qu'on identifie des mauvais répondeurs, finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Lorsque, deuxième étape, on se dit, ces patients qui sont mauvais répondeurs, on va vraiment les étudier, puis on va regarder si on fait quand même mieux, puisqu'on a une information supplémentaire en comparant prasugrel ou ticagrelor à clopidogrel. Ça a été fait et ça n'a pas été forcément un succès quand ça a été fait. Et le dernier point, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça, par exemple, pour résoudre le problème qu'on a évoqué ce matin, la durée du traitement antiplaquettaire? Alors ça a été fait. Et là encore, on a du mal à se dire que c'est la solution pour la durée du traitement antiplaquettaire. Alors, j'extrais de ces essais un essai parce qu'il nous a pris à contre-pied, qui est l'essai Popular Genetics, qui est un essai randomisé, parce que tous les essais avant ont été omnubilés, que ce soit les tests de fonction plaquettaire ou les tests génétiques, omnubilés par la black box. On s'est dit, mais ce qu'on ne veut pas, c'est des thromboses de stent, ce qu'on ne veut pas, c'est des récidives d'infarctus, parce que le clopidogrel ne marche pas. Et quand les essais randomisés ont pris ces critères de jugement-là, ça n'a pas marché. Et Popular Genetics ont fait quelque chose de différent. Ils ont dit, tiens, on va randomiser je fais le test génétique et je l'utilise pour prendre mes décisions, mais je vais regarder surtout les hémorragies, ou je n'utilise pas le test génétique. Et là, on s'aperçoit que c'est une autre affaire, parce que, en effet, sur les événements thrombotiques, il n'y a pas grande différence, mais sur les hémorragies, on voit apparaître le bénéfice du test génétique, parce qu'on aura ajusté que chez beaucoup de patients, on aura utilisé un médicament moins puissant, qui fait moins saigner, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un médicament plus puissant, puisque le patient était très bon répondeur. Et donc, on s'est dit, peut-être qu'on s'est trompé dans cette chasse de gibier, et que le gibier, ce n'était pas les événements ischémiques ou thrombotiques, c'était les événements hémorragiques. Alors, le problème dans cette étude, c'est que le bras contrôle, c'est 12 mois de traitement antiplaquettaire double, et que pendant que cet essai se faisait et qu'on l'interprétait, bien les choses ont changé, vous l'avez dit ce matin, les durées de traitement antiplaquettaire se raccourcissent. Alors, on a une vingtaine d'études qui ont montré que les traitements plus courts faisaient mieux que le traitement de 12 mois. Une vingtaine. On a des méta-analyses à n'en plus finir. Et ça s'est produit après Popular Genetics. Et les recommandations, il faut les critiquer. Elles ont eu en 3 occasions, ces 10 dernières années, en 3 occasions, la possibilité de s'ajuster. Or, elles nous disent toujours que la stratégie par défaut, c'est 12 mois de traitement. Alors que je viens de vous dire, on a une vingtaine d'études qui vont toutes dans le même sens en disant on peut faire, on doit faire plus court. Alors, par exemple, dans l'infarctus du myocarde, on a 4 essais randomisés maintenant au jour d'aujourd'hui. 4 essais randomisés qui n'ont pas regardé 6 mois ou 3 mois, qui ont regardé 1 mois de traitement antiplaquettaire double après un infarctus stenté contre 12 mois. Regardez la méta-analyse que j'avais faite pour l'ESC. À droite, 1 mois fait aussi bien que 12 mois sur les événements ischémiques. À gauche, il n'y a pas photo, vous réduisez les événements hémorragiques. Et on est dans l'infarctus et on n'est pas dans une population à haut risque hémorragique, comme c'est dit dans les guidelines, qui dit, oui, quand c'est de haut risque hémorragique, la stratégie, c'est plus la stratégie par défaut de 12 mois. Là, on est chez le tout venant. Donc, il y a une vraie question pour nous, et c'est déjà le cas, nos pratiques devancent les guidelines. Les guidelines sont en retard. On est tous en train de réduire la durée des traitements antiplaquettaires. La stratégie par défaut depuis 20 ans, en vert dans les guidelines, c'est une classe 1 pour 12 mois de traitement. Et le reste, ce sont des exceptions. Or, on a déjà tous, autant qu'on a, quasiment changé nos pratiques. Et on a ajusté, on dit, non, il va faire 6 mois. Déjà, ce n'est pas la stratégie par défaut. Et donc, où est la vérité? Est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 1? Peu importe, mais ce n'est pas 12. Et donc, le bras contrôle a changé, et donc, le temps de l'action revient. Il faut prendre en compte
ce que les prochaines guidelines devraient enfin avaliser, que le traitement par défaut, c'est un traitement plus court, y compris dans la CS, y compris dans la fracture du myocarde, et que ce traitement plus court, ça va être la stratégie par défaut, et il y aura des exceptions, et pas l'inverse. Et donc le temps de l'action, c'est ce qu'on est en train de faire avec les CADN. Dans les CADN, on prend des syndromes coronaires aigus, plutôt à haut risque hémorragique, parce qu'on ne veut pas être trop critiqué, mais on pourrait imaginer ne pas avoir ça. Et au bout de 1 à 3 mois, parce que les guidelines sont quand même d'accord avec ça, il faut raccourcir le traitement chez ces patients-là, eh bien, on a une stratégie qui est une stratégie standard. On passe à la monothérapie avec le ticagrelor, essentiellement le prasugrel quand il est utilisé. Et de l'autre côté, on fait le test génétique. Et on identifie les black box. On dit, bah, si c'est une black box, en effet, la monothérapie, ça ne va pas être clopidogrel, ça va être l'aspirine, et il va bien répondre à l'aspirine, et ça va marcher. Et puis, les 3/4 de malades, 4/5 de malades, qui répondent bien au clopidogrel, ils vont avoir clopidogrel. Et on est en train de faire un essai où, pour le restant de la vie du patient, en tout cas jusqu'à ce qu'il fasse un événement, on aura identifié la monothérapie qu'on veut avoir chez ce patient-là. Est-ce que ce sera ticagrelor, sans avoir rien mesuré, ou est-ce que ce sera aspirine ou clopidogrel en fonction de son génome? Et notre premier critère, c'est les hémorragies. Et on pense bien que la stratégie la moins chère, la plus facile, la plus ancienne, devrait, c'est notre hypothèse, gagner contre la stratégie moderne plus chère. Et puis on regardera, bien évidemment, les effets secondaires. Donc on est en train de randomiser, c'est pas facile, mais on avance. Et quand on commence un essai avec le groupe Action, on le finit toujours, donc soyez confiants. Alors, c'est le dessin de l'étude. Je passe sur les génotypes, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, en conclusion, voilà où on en est. Les recommandations sont dans l'impossibilité de faire des stratégies systématiques avec un test quel qu'il soit, de fonction ou génétique. Les données ne sont pas assez bonnes pour recommander cela. Par contre, les outils existent et peuvent rendre service ponctuellement en attendant des essais comme les CADN. Est-ce que mon patient qui refait un événement prend ses médicaments? Voilà, je fais un test de fonction plaquettaire. Deuxièmement, thrombose de stent, je pense que c'est la situation où on devrait tester les patients. Il faut qu'on comprenne, un, s'il prend le médicament, et deux, s'il a le mauvais génotype. S'il est homozygote, on aura quelque chose à lui proposer. 3, avant une chirurgie, parce qu'avant une chirurgie, il faudra savoir comment sont les tests de fonction plaquettaire pour opérer le patient, et si on a le temps de le faire, ça rend service. Et puis, dans des cas sélectionnés, vous pouvez avoir des stratégies ponctuelles. Ce patient est à haut risque hémorragique, j'ai envie de savoir comment ça se passe, plutôt test de fonction plaquettaire. À droite, le patient est plutôt à haut risque ischémique et thrombotique, ça m'ennuie, il pourrait se passer quelque chose, je vais quand même m'assurer qu'il n'a pas un test génétique, par exemple, qui l'expose particulièrement. Mais c'est du cas par cas. Si vous voulez être systématique, eh ben c'est la thrombose de stent. On ne laisse pas passer une thrombose de stent sans faire un test de fonction ou un test génétique, si possible les deux. L'autre situation, c'est bien évidemment avant une chirurgie, quand on veut gérer les choses proprement. Je vous remercie pour votre attention. Merci Gilles. Merci à l'assistance, merci à tous les orateurs. Restez en place parce qu'il y a un sympo, c'est ça ?